s'annonçait l'hiver, sous la pluie et le vent, les obus et les balles sont restés au créneau, l'arme en main, l'œil ouvert. Sur la terre incolore et l'immensité sombre sont des héros obscurs, formidables et sales, anonymes et leur nom, multitude leur nombre. Tandis que vous dormiez, confiant dans vos lits, appelant de vos voeux la victoire prochaine et rêvant de laurier par nos soldats conquis, eux lavés par la pluie et léchés par la boue, blocs de terre argileuse ayant la forme humaine, ils étaient au créneau, mettant l'ennemi en joue. Après la neige vint et suaire aveuglant, jetant sur les boyaux une uniforme teinte, elle a de la mort même, ouaté le pas sanglant. Elle a durci le sol et creusé les visages, elle a des plus vaillants arraché quelques plaintes et fait trembler de froid les plus fermes courages. Ceux qui ont tout subi, tout vécu, tout souffert, ceux qui membres gelés riaient à la mitraille comme on rit d'un joujou naïvement offert. Ceux-là sont des héros dont la gloire sans ombre planera au-dessus du destin des batailles, anonymes et leur nom, multitude leur nombre. Ils formaient la première vague d'assaut de la grande offensive préparée et conduite par le général Nivelle. Ces hommes se dirigeaient vers une côte abrupte, une longue barre calcaire surplombant la vallée de l'Aisne où s'était retranchée l'armée allemande à la fin de la bataille de la Marne. On l'appelait le chemin des Dames, parce que sur la crête courait une petite route que les filles du roi Louis XV empruntaient pour rendre visite à leur gouvernante dans le château de la Bove sur le plateau. Les habitants avaient ainsi baptisé le chemin empierré pour le confort de ces dames. Le nom est resté témoignage du vieux pays sur lequel revenait l'histoire. Beaucoup de ces soldats avaient connu d'autres champs de bataille. Certains étaient au front depuis le début de la guerre. Pour les plus jeunes, qui avaient 19 ans, c'était le baptême du feu. Tous avançaient sur le terrain, bouleversés par la préparation d'artillerie, confiants dans l'issue de la grande offensive qui commençait. Jamais l'armée française n'avait été aussi forte. La puissance de son artillerie était considérable. On disposait enfin en abondance de ces canons à gros calibre qui avaient tant fait défaut pendant les 2 premières années de la guerre. En montant vers leur position de départ, sous la pluie glacée des premiers jours d'avril, les soldats avaient traversé les plaines où paissaient les chevaux de la cavalerie, prêts à poursuivre l'ennemi en déroute.
Nous partons de la vallée Foulon par le plateau de Vauclair sous le bombardement. Déjà, l'ennemi attend. Il est prêt, il guette, il bombarde presque aussi fort que nous. Nous, notre bataillon, ainsi que tout le 273e, faisant partie de la deuxième vague d'assaut. Avant de partir, nous avons fait une petite bombe. Comme nous ne savons pas si nous reviendrons, il fallait en profiter. Une courte lettre à sa famille, presque un adieu et en route. La première vague part, mais est aux 2 tiers fauchée par les mitrailleuses ennemies qui sont dans des petits abris en ciment armé. Nous sautons sur les parapets et arrivons sur la petite route d'Auch à Craonel, où aucune circulation n'a lieu depuis 4 ans. Puis, nous sautons dans les champs. Les mitrailleuses et les obus pleuvent autour de nous. Nous heurtons des morts de la première vague, ainsi que de notre régiment parti il y a 15 minutes. Femmes de 20 ans, femmes de 30 ans, jolis visages, frêles silhouettes, maman, je ne les oublierai jamais. Pour préserver leur vie et celle des leurs, elles donnent chaque jour la fleur de leur jeunesse, la fleur de leur santé. Ne dites jamais que les ouvrières d'usine sont des privilégiés. Dites-vous, comme je me dis à cette heure, il faut avoir faim pour faire ce métier. Que de courage, que d'efforts et de misère. La mort marche avec la tourmente. Elle nous guette assurément. J'ai mis le nez jusqu'à la route, mais une rafale de vent que la mort me soufflait sans doute m'a fait rentrer rapidement. On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, les frères obscurs, personne ne vous nomme. On vous promet 500 000 de vos enfants à la gloire des futurs morts. On les remercie d'avance, futurs morts obscurs. Die schwarze Schande. Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort, dans votre solitude, sans yeux, sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la province, sans même la chaleur de vos camarades couchés tout contre vous, comme jadis dans la tranchée. Sur
cela de même, et les plus braves ont pu un instant vaciller. Aujourd'hui, le chemin des dames, c'est un symbole de paix et de rassemblement. Toute cette matinée, nous avons marché avec les fantômes du chemin des dames. Nous avons entendu leur souffle, leurs chants, leurs cris, leurs râles. Nous avons recherché leur visage à travers la résille de bronze de Haïn Kerd, ce monument dédié à tous les anonymes qui perdirent d'un coup leur jeunesse. Ces visages sont toujours là, les disparus du chemin des dames. Ils sont là, sous nos pas, dans les collines, dans les cimetières, tout au long de la ligne de front. Leur nom est écrit sur ces croix, sur ces stèles, sur tous ces monuments qui parsèment la campagne. Des noms français, allemands, anglais, russes, sénégalais et de tant d'autres nationalités. Des noms, des patronymes, bretons, basques, corses, normands, de tous les territoires de France. Des noms parmi lesquels on aurait pu trouver celui de mon grand-père, Gustave, qui était là, il y a 100 ans, au pied du plateau, entre Cronne et Cronel, lancé dans le premier assaut de la grande offensive. Lui a survécu, ce qui fait que je suis là. Des dizaines de milliers de ses camarades ne sont jamais revenus. Beaucoup étaient jeunes, très jeunes. Ils avaient à peine commencé à vivre. Les plus chanceux avaient eu le temps d'aimer. Et ils sont morts sur ces crêtes, dans ces crevasses, entre les barbelés, ensevelis dans des cratères, retournés sans cesse par les explosions. Avec un héroïsme que la répétition des assauts repoussés rend inimaginable encore pour nous un siècle plus tard. Menés par un commandement aveugle et sourd et incapable de comprendre ce qu'était le prix terrible à payer pour ces soldats, leur propre vie. Ils furent 1 million à participer à la bataille et des milliers à tomber tous les jours, à chaque relance de l'offensive. Voilà ce que nous voulions rappeler aujourd'hui. Il y a 19 ans, Lionel Jospin fut le premier chef du gouvernement à venir ici pour rendre hommage à toutes les victimes. Depuis, ce lieu évoque plus qu'un champ de bataille. Il rassemble désormais toutes les mémoires de la Grande Guerre. On y retrouve celles de ces soldats morts pour la France, dont 5150 reposent ici, aux côtés de 54 combattants russes et de 7519 soldats allemands ensevelis dans le sol de France. Mais ici, la guerre a mobilisé des hommes venus parfois de loin, de très loin, de tous les continents. Je pense aux troupes indigènes d'Afrique du Nord, tirailleurs, zouaves, spahis, qui se sont battus avec bravoure au chemin des dames, comme d'ailleurs dans toutes les grandes batailles de la guerre. Je pense aux Kanaks supplétifs de l'armée française. Une plaque dans la chapelle de Cerny rappelle leur sacrifice dans le bataillon mixte du Pacifique. Engagés sur le front en 1917 et en 1918, ils furent parmi les plus touchés. Sur 1078 enrôlés, un tiers ne revinrent jamais. Je pense aussi aux tirailleurs sénégalais, ces frères obscurs de Léopold Sédar Senghor, venus de tous les territoires d'Afrique noire, qui montèrent en première ligne à l'assaut de la Crète le 16 avril 1917. Depuis maintenant 2007, les silhouettes de Christian Lapie évoquent leurs souvenirs
au pied de la caverne du dragon. Tous, dans les tranchées, sur les coteaux, face aux mitrailleuses et sous les obus, ils ont attaqué comme les autres. La barbarie est toujours là. Quand le terrorisme frappe sur notre sol, mais aussi dans d'autres villes, à Londres, Stockholm, Le Caire, Alexandrie, ne serait-ce que ces dernières semaines. Oui, l'histoire bégaye quand le nationalisme ressurgit avec d'autres traits, mais la même haine. Françaises, Français, nous sommes les descendants de femmes et d'hommes qui, chacune et chacun à leur place, ont fabriqué la nation. Nous sommes les dépositaires d'événements et de gestes qui ont façonné au cours des âges l'idéal que porte notre pays. En commémorant la Grande Guerre, et j'y ai tenu personnellement, en revenant sur le chemin des dames, nous ne regardons pas seulement le passé qui nous étreint pour qu'il ne soit jamais oublié. Nous tournons justement dans cette période vers nos responsabilités d'aujourd'hui. Et nous repensons aux institutions et aux actes qui ont garanti la paix depuis 70 ans. Les Nations Unies qu'il nous faut encore défendre, l'Europe unie qu'il nous faut encore promouvoir et le couple franco-allemand qu'il nous faut encore rapprocher et chérir. Venir au chemin des dames, aujourd'hui, c'est célébrer tous les soldats de la Grande Guerre, leur vaillance incroyable face à l'adversité, mais c'est surtout souligner l'inaltérable aspiration à la paix. Il en a fallu du temps pour entendre la voix de ces désespérés et de ces héros, comprendre le cri de douleur et leur leçon de vie. Alors, aujourd'hui que l'Europe a su nous prémunir de la guerre et des conflits, préservons-la plutôt que de vouloir en faire le bouc émissaire de nos renoncements. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, et pourtant on a l'espérance, car ce soir peut-être la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit, avec le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer.